Bienvenue à toutes et à tous, votre principale édition d'information sur Media Afrique News débute chez vous. Voici les titres qui constituent votre journal. Au Gabon, à quelques semaines de l'élection présidentielle, le président sortant Ali Bongo Ondimba ne s'est toujours pas porté candidat à sa propre succession alors que plusieurs personnalités publiques, mais aussi de l'opposition, se sont d'ores et déjà prononcées. Nous verrons tout cela dans ce journal. En Afrique du Sud, les traces de la ségrégation raciale sont encore bien perceptibles avec des toilettes rudimentaires héritées de l'apartheid que l'on retrouve dans près de 3000 établissements publics du pays. On débute avec le Sénégal au lendemain de son annonce de ne pas briguer un troisième mandat. La décision du président Macky Sall a été perçue de diverses manières par la population sénégalaise. Notre correspondant sur place à Dakar, Stéphie Warren Boumba, a sillonné pour nous les rues de la capitale pour recueillir le sentiment de quelques Dakarois. La décision du président sénégalais de ne pas briguer un troisième mandat en 2024 a suscité au lendemain de son allocution des réactions de soulagement dans un climat politique devenu explosif ces derniers mois. On a entendu les discours des présidentiels. Bon, ça nous plaît beaucoup parce que les débats qu'il a parlé, pour ne pas aller en présidentiel en 2024, ça doit être un plaisir pour nous parce que c'est un pays de teranga. Pour un observateur de la vie politique au Sénégal, ça ne devait pas surprendre le fait qu'il ait renoncé au troisième mandat. Parce que, quoi que l'on dise, le Sénégal a une longue tradition démocratique. Je peux même dire que le président Macky Sall s'est refait une virginité. Maintenant, il est très populaire. Les Sénégalais ont pardonné avec ce geste de grandeur qu'il a fait. Du côté de l'opposition, les partisans du PASTEF Les Patriotes, parti du principal opposant Ousmane Sonko, ont nuancé ses réactions de fierté. Je pense qu'il y avait rien d'exceptionnel dans le discours du président de la République parce qu'il n'a fait que respecter, il n'a fait que confirmer encore une fois ce que la Constitution sénégalaise l'exigeait, lui exige en tout cas, c'est-à-dire les deux mandats. Maintenant, je pense qu'il faut toujours encourager les gens qui essaient de faire de bonnes choses. Donc, nous l'encourageons à continuer sur cette lancée, c'est-à-dire à poser les actes qui vont permettre au Sénégal de retrouver sa tranquillité d'antan. Je suis très très content de la décision sage qu'il a prise, mais je pense que justement il doit aller jusqu'au bout de ce processus enclenché de pacification de l'espace politique au Sénégal. En ce qui concerne l'élection prochaine, à la question de savoir si le camp Sonko avait un plan B en cas de non-éligibilité de sa figure principale, la réponse a été négative. Nous n'avons qu'un seul candidat et c'est le président Ousmane Sonko, ont-ils tous déclaré. On le disait en titre, alors que plusieurs acteurs politiques de l'opposition et indépendants ont officiellement annoncé être candidats à la présidentielle d'août prochain, la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba n'est toujours pas déclarée par son écurie politique. Selon les observateurs de la vie politique au Gabon, cet état des faits serait dû à une mésentente au sein du Parti démocratique gabonais, suivant l'analyse de Pierre Essonneau et Guy Serge Mavungo. Alors que plusieurs écuries politiques de l'opposition et indépendants ont déclaré officiellement leurs intentions pour l'élection présidentielle d'août prochain au Gabon, le Commet des Gabonais s'interroge toujours sur l'avenir politique d'Ali Bongo Ondimba. Et ce, d'autant plus qu'il n'a toujours pas officialisé son désir de briguer un nouveau mandat à la tête du Gabon. Si lors de la présidentielle d'août 2016, Ali Bongo Ondimba avait annoncé ses intentions au pont Ouzuri dans la province de l'Ogooué-Maritime, fief politique de son principal challenger, Jean Ping, 5 mois avant le dépôt de candidature en juillet de la même année. Et 7 ans plus tard, le président sortant demeure évasif. Une situation qui de facto ouvre la porte à toute éventualité, incarnée par l'instabilité qui règne au sein du Parti démocratique gabonais, qui jusqu'à ce jour peine à organiser un congrès d'investiture de leur candidat pour l'élection présidentielle d'août prochain. Ali Bongo va-t-il annoncer sa candidature à l'issue de la tournée républicaine qu'il a entamée depuis quelques semaines? Ou le président gabonais suivra-t-il les pas de Macky Sall en refusant de briguer un troisième mandat, nonobstant les multiples appels à candidature?
De toute évidence, pour l'heure, il serait difficile d'apporter des réponses précises à ces interrogations. Notons tout de même que si du côté de la majorité, rien n'est encore officialisé dans l'opposition gabonaise, alors que la société civile appelle à une candidature unique, c'est l'éternelle confusion due aux égos et au clientélisme politique qui incarne certains leaders. On parle diplomatie et c'est de nouveau la lune de miel entre le Caire et Ankara. Après plus de 10 ans de bruit diplomatique, l'Égypte et la Turquie ont enfin enterré la hache de guerre. Et pour matérialiser l'événement, les deux pays ont nommé des ambassadeurs dans leurs pays respectifs. Le retour aux relations diplomatiques entre l'Égypte et la Turquie a été annoncé ce mardi par les deux parties. L'Égyptien Amr el-Hamami et le Turc Salih Mutlu Sen prendront bien leurs fonctions dans les capitales respectives. En nommant des ambassadeurs après 10 ans de rupture, ils entendent mutualiser le développement de leurs relations bilatérales, peut-on lire dans le communiqué des deux ministères des Affaires étrangères. La brouille entre les deux capitales commence en 2014 après le putsch perpétré par Abdel Fattah el-Sisi, alors ministre égyptien de la Défense, contre le président démocratiquement élu Mohamed Morsi, qui sera ensuite emprisonné puis jugé. Ces développements avaient à l'époque suscité l'ire du président turc Recep Tayyip Erdogan, très proche du mouvement des frères musulmans et qui voyait d'un bon œil l'arrivée au pouvoir d'un islamiste dans le pays le plus peuplé du monde arabe, puisqu'il disposait là d'un allié de taille dans les dossiers libyens et palestiniens. On peut tout de même relever une forme d'hypocrisie dans cette rupture diplomatique, puisque paradoxalement, les deux pays ont renforcé leurs échanges commerciaux durant la décennie. Il faut dire que Ankara, qui nourrit de fortes ambitions sur la Méditerranée orientale, dans un contexte de tensions régulières avec la Grèce, cherchait depuis quelques années à normaliser sa situation avec le Caire. C'est dans cette optique qu'une délégation turque s'est rendue en Égypte en mai 2021. Au Burkina Faso, à présent, l'affluence des touristes au niveau du secteur de l'artisanat n'est plus au rendez-vous avec la dégradation de la situation sécuritaire. Suivant le témoignage des membres de l'association de la vitrine de bronze à Ouagadougou dans un reportage signé de notre correspondant sur place, Moussa Ramdé. Située en plein cœur de la ville de Ouagadougou, la vitrine de bronze est un espace d'exposition de tout type d'objets artisanaux, précisément le bronze. Autrefois fréquenté majoritairement par les touristes, ce marché de bronze subit de nos jours les effets désastreux de l'instabilité du pays. Ici, il y a beaucoup de réunions. Au temps de Blaise, il y avait beaucoup de réunions ici. Il y a les touristes, beaucoup les Français et Ivoiriens, beaucoup Ivoiriens. Même au Gabon, souvent, les Marocains, c'est un touriste tout. S'il y avait quelque chose qui passe ici, tous les gens ils vont emmener ici, ils vont venir payer. Donc c'était mélangé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Mais on est là. À ce sujet, le constat est clair. Plusieurs artisanats n'arrivent plus à se frotter les mains comme dans le passé. Et pour cause, les acteurs ne passent pas par 4 chemins pour exprimer leur désarroi. Il y a plusieurs quand même raisons. Premièrement, c'est la raison de sécurité parce que généralement, nos clients sont à près de 80 à 90% étrangers. Donc, ce qui fait que, d'après qu'ils ont peint le Burkina rouge, même si en réalité c'est pas ça, mais en tout cas les gens ne viennent plus comme avant. Bon, on ne sait pas, mais on peut comprendre que c'est parce que le pays n'est pas stable, parce qu'il y a le terrorisme qui a fait fuir le tourisme. Et pourtant notre domaine c'est le tourisme qui achète. Tout ce qu'on fait ici, généralement c'est les touristes qui viennent, qui achètent pour faire des souvenirs. Voilà, donc du moment où il n'y a plus de touristes, bon, franchement, ça ne va pas. L'association des bronziers de la capitale, en plus d'espérer le retour de la paix, propose également d'autres alternatives pour redynamiser le marché du bronze. C'est le souhait de tout Burkinabé qu'il y ait vraiment la sécurité totale du pays, et que la population aussi regarde un peu aussi leur culture, c'est-à-dire à travers les objets d'art, principalement le bronze et autres, et que les Burkinabés commencent à comprendre que vraiment il faut qu'ils s'investissent dans leur propre culture. Ça peut être vraiment la décoration, ça peut être aussi source d'explication de notre histoire, tout ça. Donc il n'y a rien de tel.
Depuis le début de la crise sécuritaire au Burkina Faso, les revenus du secteur touristique et de l'économie informelle ont fortement pris un coup. De plus en plus de visiteurs se rendent à Zanzibar, en Tanzanie. Cette explosion de tourisme a forcément de lourdes conséquences pour cet archipel de l'océan Indien, car elle met la vie sous-marine en danger avec les amas d'ordures des complexes hôteliers et affecte la qualité de vie des Zanzibaris. Eau turquoise, sable blanc et paysages de cartes postales, le Zanzibar en friand près d'1 million de visiteurs par an. Au large de la côte orientale de la Tanzanie, l'archipel est devenu une destination très appréciée et fréquentée, notamment par les Français. Une croissance galopante du tourisme qui a des répercussions sur les îles de Zanzibar et qui dégrade la qualité de vie des 800 000 habitants locaux. Dans l'intérieur des terres, on peut découvrir l'envers du paysage de la carte postale. Les cocotiers ont laissé place à du béton. Les grands hôtels, les pieds dans l'eau poussent comme des champignons. Sur des centaines de mètres, une gigantesque décharge sauvage où s'entassent leurs kilos de déchets, des amas de débris de plastique. Conséquence, l'écosystème marin se retrouve en danger et les réserves d'eau polluées par les déchets qui s'infiltrent dans les sols avec la pluie et dégageant du méthane toxique pour les habitants. Pour faire face à ce problème, le gouvernement du Zanzibar a pris une décision ferme depuis le 1er juin 2023, celle de faire de l'île préservée de Namba une réserve marine protégée afin de défendre la vie marine, entre autres les coraux qui étaient en train de disparaître en raison de la surfréquentation des lieux par les touristes. Ainsi, seuls 80 visiteurs sont autorisés chaque jour et doivent payer 25 € pour y accéder. Toutefois, il faudra plusieurs années pour évaluer les effets bénéfiques de cette mesure sur l'écosystème. Soulignons que malgré les défis environnementaux auxquels la Tanzanie est confrontée, le tourisme reste un moteur économique important pour le pays, d'où la nécessité de trouver un équilibre entre développement touristique et préservation de l'environnement pour assurer un avenir durable à cette destination très prisée. En Afrique du Sud, les empreintes de la ségrégation raciale semblent indélébiles. C'est le constat fait dans plus de 3000 écoles publiques du pays qui disposent encore de toilettes rudimentaires appelées communément l'héritage de l'apartheid. En pays arc-en-ciel, les latrines à fosses sont la cause de plusieurs accidents infantiles. En effet, plus de 3300 écoles publiques du pays sont encore dotées de ce genre de toilettes. Une dalle de béton, un simple trou et une fosse de 3 mètres dans laquelle tombent les excréments. C'est ainsi que se présentent les toilettes encore couramment utilisées dans les zones reculées et déshéritées du pays. Un manque d'infrastructures fatal pour les écoliers qui sont constamment victimes de malheureux drames. C'est le cas d'Oratile, 12 ans, tombé dans la fosse de son école à Kanana, à 180 km au nord-ouest de Johannesburg, qui vit désormais avec des séquelles. Il ne sait plus rien, même lorsqu'on lui demande son âge. Il ne sait pas. Depuis cet incident, il ne va plus bien. Je ressens de la peine parce que mon enfant est incapable de faire quoi que ce soit. L'avenir de mon enfant a été hypothéqué dans cette école primaire et il ose dire que je mens. He's 12 years old. He went to the very same school with Oratile. Mon fils a 12 ans, il va dans la même école qu'Oratile et en tant que parent, l'incident qui lui est arrivé m'a beaucoup touchée. Forcément, on se met à la place de cette famille. Je suis moi-même maman de 4 enfants. On a eu peur pour eux. Les différents gouvernements qui se sont succédés depuis la fin de l'apartheid ont plusieurs fois promis de résoudre cette problématique. En 2018, le président Ramaphosa avait annoncé la mise à disposition d'une somme d'1 demi-million de dollars pour éradiquer les toilettes rudimentaires dans les écoles. Un délai qui a été récemment repoussé par la ministre de l'Éducation nationale à l'horizon 2025. For us to bring about change, and not only us as Amnesty International, because there are several. Le fait que le gouvernement ne respecte pas ses propres échéances est un indicateur flagrant de manque de volonté politique. Le manque d'infrastructures décentes est aussi le résultat de l'échec des gouvernements successifs à garantir les mêmes droits pour tous. Le gouvernement sud-africain a d'ailleurs été traîné devant les tribunaux dans l'affaire des toilettes à fosses. To protect human rights in such a way that it has to be dragged to court to deal with this particular problem. Bien qu'il n'existe pas de données fiables sur le nombre d'accidents dans ces toilettes indigènes en Afrique du Sud, plusieurs médias alertent le gouvernement sur les dangers de cette installation.
Ces dernières années, des groupes de défense et de droits de famille ont attaqué le gouvernement en justice. En 2019, un tribunal l'a condamné à verser l'équivalent de 68 000 € à la famille de Michael Komapé, un jeune garçon mort d'une chute en 2014 dans les latrines de son école à l'âge de 5 ans. On reste en Afrique du Sud, la première puissance industrielle du continent. La nation arc-en-ciel traverse pourtant depuis plusieurs mois une grave crise énergétique. Afin de limiter et pourquoi pas de mettre un terme au délestage, le pays veut exploiter l'énergie éolienne dans les régions occidentales et orientales, connues pour leur vent fort. Une solution qui est loin de plaire à tout le monde. Une agriculture commerciale performante, une économie manufacturière puissante et un secteur financier solide entre autres font de l'Afrique du Sud la première puissance industrielle du continent. Une hégémonie qui est désormais mise à mal par une crise énergétique sans précédent dans le pays. En effet, les centrales à charbon qui fournissent 80% de l'électricité du pays sont vieillissantes et subissent des défaillances constantes. Ainsi, malgré la mise en service récemment de 2 nouvelles centrales à charbon, les Sud-Africains sont victimes de délestage incessant. Dans l'optique de répondre à la demande sans cesse croissante, Pretoria a entamé une vaste campagne de construction de parcs éoliens dans les régions ouest et est du pays, notamment sur les côtes. Le cas avec la ville de Kébéra dans la province du Cap-Oriental est surnommé la cité venteuse. Cependant, le projet ne recueille pas l'assentiment de tous. Plusieurs parcs naturels privés, comme celui de Lalibela, craignent un encerclement de leurs réserves par les éoliennes qui serait fatal pour leurs activités. Ces organismes ont obtenu gain de cause puisque le projet de parc éolien est actuellement à l'arrêt. Soulignons que celui-ci représente une puissance de 20 gigawatts, de quoi soulager les populations. La coupe et couture, considérée comme un saut métier, est à l'est de la RDC bien exercée par des jeunes filles qui ne cessent de développer leur talent au point de devenir des entrepreneurs. Dans la ville de Goma, Kavugo Mweru Priska, une couturière d'une vingtaine d'années, encadre les jeunes en les aidant à développer leur talent dans ces domaines. Âgée d'une vingtaine d'années, Kavuo Mweru Priska est une couturière, styliste et modéliste qui a rêvé dès son enfance d'imposer son nom dans l'univers de la mode. À la tête d'une petite entreprise de couture qui emploie une dizaine de personnes, Kavuo Mweru Priska redonne de l'espoir aux jeunes en les assistant à développer leur talent en coupe-couture. Ici, nous formons aussi des jeunes filles, des jeunes garçons à faire la coupe-couture pour leur autoprise en charge. Et il y a aussi ceux qui ont déjà leur atelier. La coupe-couture est un métier qui est beaucoup considéré comme le choix des moins intelligents. Kavuo Mweru Priska a combattu ces illusions et favorise de plus en plus ce secteur. Elle croit être sur la bonne voie, eu égard à l'intérêt qui manifeste les jeunes pour ce métier. Avant, les gens pensaient que la coupe-couture était un temps de travail pour les moins intelligents, les gens qui n'aimaient pas les études. Mais aujourd'hui, ils disent que la coupe-couture, c'est pour tout le monde. C'est pour des personnes qui sont passionnées de la mode, des styles. Et également, avec la coupe-couture, on peut faire sa vie. Kavuo Mweru Priska nourrit la vision de construire un grand centre pour la mode et une première industrie textile en République démocratique du Congo. Place aux brèves où, en Islande, la terre tremble. Quelques 2200 secousses ont été enregistrées à moins de 40 km de Reykjavik, la capitale islandaise, ces 2 derniers jours, suggérant l'imminence d'une éruption volcanique, a déclaré mercredi l'Institut météorologique du pays. L'Office météorologique islandais a noté que les tremblements ont commencé vers 16h mardi sur le mont Fagradalsfjall, sur la péninsule de Reykjanes, à l'extrémité sud-ouest de l'Islande, où 2 éruptions se sont déjà produites en 2021 et 2022, attirant des centaines de milliers de touristes. En Espagne, l'une des pires catastrophes environnementales du pays devant la justice. Le procès du déversement de boues toxiques issues de la mine du groupe suédois Boliden à Aznalcóllar s'est ouvert mardi devant un tribunal civil de Séville. Il intervient après des années de procédures judiciaires qui se sont notamment soldées en 2002 par le classement sans suite des plaintes pénales déposées contre Boliden.
Plusieurs dizaines de tonnes de poissons avaient été tuées et près de 5000 hectares alentours contaminés par ces résidus qui sont allés jusqu'à polluer en aval le parc national de Doñara, joyau de biodiversité classé par l'UNESCO. En France, favoriser la transmission de la mémoire de l'esclavage, mais également les luttes qui ont mené à son abolition, c'est l'objectif affiché par le musée du Louvre. L'annonce a été faite dans la matinée par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, organisme avec lequel le musée a signé une convention dans ce sens. L'accord a été paraphé ce mercredi par Laurence Descartes, présidente directrice du musée, et Jean-Marc Ayrault, le président de la Fondation. Par ce texte, les deux parties affirment leur volonté de faire mieux connaître la place que l'esclavage colonial et les combats pour son abolition occupent dans l'histoire de la France et du monde. Du sport pour la boucle, le marché des transferts a d'ores et déjà démarré sur l'ensemble de la planète depuis le 1er juillet dernier. Un mercato qui s'annonce très mouvementé pour les joueurs africains qui sont très sollicités aussi bien en Europe que sur d'autres continents. Entre ceux déjà effectifs et ceux qui sont en cours de négociation, il n'y a qu'un pas. Les joueurs africains font la une du marché des transferts cet été en Europe et un peu partout dans le monde. Si certains sont déjà officiels comme celui des Sénégalais Nicolas Jackson qui a été acheté par Chelsea et Kalidou Koulibaly qui file en Arabie Saoudite, d'autres ne savent pas encore à quelle sauce ils seront mangés. Pour ce qui est officiel, Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, vient de quitter les Blues et a signé un contrat avec le club de Al Ahly en Arabie Saoudite. Le portier sénégalais de 31 ans rejoint la Saudi Pro League pour une durée de 2 ans. Il est lié avec le club saoudien jusqu'en 2026. Naby Keita quitte aussi l'Angleterre et Liverpool pour le Werder Bremen en Allemagne pour une durée de 2 ans. Le Guinéen n'entrait plus dans les plans de Jürgen Klopp. D'autres sont en attente ou en négociation pour trouver des points de chute. C'est le cas de André Onana, l'actuel gardien de l'Inter de Milan, qui est pisté par Manchester United. Les pourparlers seraient au point mort selon la presse italienne. Franck Kessié, quant à lui, devrait quitter le FC Barcelone et l'Espagne, étant donné l'intérêt de nombreux clubs dont l'Inter de Milan ou encore Tottenham en Angleterre. Aux dernières nouvelles, Al Nasser aurait déjà contacté l'entourage du joueur ivoirien pour leur signifier qu'ils sont intéressés. Il y a également le cas de Seko Fofana qui serait dans les papiers d'un autre grand club d'Arabie Saoudite, tout comme Sadio Mané qui intéresse aussi les écuries saoudiennes dont Al Nasser. Le mercato des Africains devrait être agité durant toute la période et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que l'information continue sur Media Afrique News avec nos différents rendez-vous de flash 9h, 13h et 18h. Et n'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos différentes plateformes numériques.